course automobile est née avec le siècle pour conquérir la vitesse. Et à l'origine, cette ambition suffit à exalter le public. Mais bientôt, les accidents, les drames et l'apparition des circuits fermés ont ajouté à cette noble mission la dimension d'un spectacle et est devenue ainsi la version moderne de la tragédie antique. Pour tout le monde, le risque a pris le pas sur le progrès. L'idée de l'accident, de la mort même, est devenue inséparable de la pratique de ce sport et de la fascination qu'il exerce. C'était d'ailleurs la conséquence naturelle d'un interminable martyrologue. Jusqu'à la fin des années 60, en effet, on considérait avec fatalisme qu'un pilote de Grand Prix sur 10 se tuerait en course chaque saison. Et la notion de sécurité des pilotes était restée jusque-là pratiquement étrangère aux préoccupations de ses dirigeants, exclusivement concernés par la protection des spectateurs. Quant au pilote, transformé en conquérant de l'inutile, il était entendu qu'il courait avant tout pour l'amour du risque. Cependant, tandis que les voitures de Grand Prix s'avéraient de plus en plus performantes, les circuits restaient inchangés et les accidents devinrent de plus en plus graves et fréquents. Alors, sous l'impulsion du triple champion du monde Jackie Stewart, les pilotes entamèrent une campagne destinée à contraindre les propriétaires de circuits à aménager les pistes et leurs abords de façon à minimiser les conséquences des accidents. I suppose my big interest came when I had an accident at Spa-Francorchamps in 1966, which showed up a tremendous lack of awareness for safety. Because of the poor facilities, I could have lost my life because of bad medical attention at the track, because of bad safety facilities, etc. At that time, the tracks were terribly dangerous. There were no barriers. There were earth banks that were no more than launching pads for the race cars when they left the track. There were trees that were there unnecessarily and many other hazards that could have been avoided. Certainly the most difficult to influence to begin with were the racetracks themselves and the organisers. They simply did not want to spend money, and they felt that if you were a racing driver, you were a sort of gladiator figure who was paid to take risks. At that time, the race cars themselves had a lot to be done, but we were not advanced enough in our thinking to look at that side of it at that moment. I think the strongest lobby was unquestionably through the media. Who the people were behind that lobby, I to this day still do not know, but I suspect it was the track owners at that time who were seeing their money having to be spent on facilities that were not going to improve their gait or their pocket. The biggest help really were the top line drivers who were prepared to assist, who were prepared to stand with me. Some of them were less strong. They had commercial interests. Their teams were putting a lot of pressure onto them. If a track wasn't safe enough and we decided not to race there or to ask for changes, some of the team managers were not very kind. The rest of the drivers, in some cases, were not very supportive, even though they were being themselves helped, which disappointed me very much. In my own case, and in the era that I drove in, I'd been wanting to be a racing driver for so long that one never even gave any thought to the question of safety, either one's own safety or the car. One was just so pleased to be able to race a car. I mean, it was nice to get paid or get some money for doing something I wanted to do and loved doing anyway, but I'd really have done it for nothing. Yeah. You know, you were doing something that you loved, and if something went wrong, well, you just accepted that as part of what you were doing. I often thought, you know, one talked about trying to make the cars a bit more secure, but, you know, with somebody like Colin Chapman, it was a little difficult.
Deux points de vue s'affrontèrent donc. Selon les tenants de la tradition, la Formule 1 constituant la forme la plus emblématique de la course, il était naturel qu'elle fût aussi la plus dangereuse. Alors, pas question, sous peine de la dénaturer, de chercher à la rendre moins risquée. Position lapidairement illustrée par Louis Chiron, l'un des champions des années 30, qui s'exclama un jour « À présent, les pilotes ne savent plus mourir ». Aujourd'hui, pourtant, l'idée que tout doit être fait pour rendre la pratique de la Formule 1 aussi sûre que possible n'est plus considérée comme paradoxale et s'est même imposée. Depuis une vingtaine d'années, le visage des circuits s'est ainsi métamorphosé. Les premiers Grands Prix, au début du siècle, se disputèrent sur des circuits fermés, certes, mais d'un développement très long, plus de 100 km souvent, ce qui restreignait forcément les possibilités d'intervention rapide et efficace. Les routes étaient à peine revêtues, aux dépens de l'adhérence et de la visibilité, alors que les voitures, étroites, hautes sur pattes, dépourvues de freins, étaient terriblement instables. Dans les années 20, les revêtements s'améliorèrent, mais la plupart des circuits, utilisant le réseau routier ordinaire, simplement interdit à la circulation le temps du Grand Prix, étaient temporaires et aménagés de façon précaire. Toutefois, les circuits permanents spécifiquement conçus pour la pratique du sport automobile commencèrent à s'édifier. Longtemps, le Nürburgring représenta le modèle d'entre eux. Un peu plus de 22 km d'un tracé diabolique et grandiose, serpentant au cœur de la sombre forêt de l'Eifel pour pousser pilotes et machines dans leurs ultimes retranchements. L'épreuve suprême, en quelque sorte, apte, selon l'expression anglaise, à faire le tri entre les gamins et les hommes. Mais, tout sacré qu'il était, ce symbole sera boycotté en 1970 par les pilotes qui le considéraient comme inadapté aux performances de leur Formule 1. Réaménagé à grands frais, il sera de nouveau le théâtre du Grand Prix d'Allemagne jusqu'en 1976. Et puis, cette année-là, le champion du monde Niki Lauda faillit y perdre la vie. Il ne dut son salut qu'à l'intervention courageuse de 3 autres pilotes, suppléant la carence des services de secours. Ce fut le glas du Nürburgring, remplacé depuis par le circuit de Hockenheim, moins majestueux, mais doté d'aménagements correspondant davantage aux critères de sécurité modernes. Mais les aménagements en question, s'ils sont de nature à diminuer les conséquences des accidents, n'ont pas le pouvoir de les empêcher. Ainsi, aux essais du Grand Prix d'Allemagne 82, Didier Pironi fut-il victime d'un terrible accrochage avec Alain Prost. C'est épouvantable. Je me rappelle très bien. Bon, il m'a percuté par l'arrière droit à pleine vitesse. Il est monté, je sais pas, minimum à 4-5 mètres, complètement droit comme ça, et il s'est ralenti par l'air. Il a d'abord touché l'arrière et après bien entendu l'avant. Roue large et non carénée, la Formule 1 sous la pluie, c'est adhérence et visibilité zéro. Dans le sillage de la voiture qui le précède, le pilote est aveugle. L'accident de Prost lors du Grand Prix du Portugal 85, en pleine ligne droite, le montre bien. J'étais derrière Elio De Angelis. Dans ces cas-là, il y a les marques des roues, donc il vaut mieux rester dans les marques des roues. J'ai peut-être été un petit peu plus à droite ou à gauche, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis parti en aquaplaning. Sous l'angle de la sécurité, quelles sont les caractéristiques d'un circuit moderne? D'abord, un développement maximum de 5 km pour la rapidité des interventions. Ensuite, des abords bien nivelés et bien dégagés, circonscrits par des glissières ou des murets de béton, contre lesquels la voiture ne risque pas de se planter, ainsi que par des piles de pneus ou des grillages amortisseurs dans les endroits où l'on peut prévoir un choc frontal, doté de zones de surlargeur en sable mou pour freiner les voitures et matérialisé dans les virages par des bordures dissuasives mais faiblement angulées afin de ne pas créer un danger de tonneau. Sur un circuit en ville comme à Monaco, il n'est pas toujours possible d'accumuler tous ces aménagements de manière idéale. Mais dans un stade automobile moderne, le système a fait ses preuves. Et depuis qu'il est en place, la macabre comptabilité a nettement reculé. Des sorties de route, bien sûr, il y en a toujours. Des blessés, hélas, on en déplore encore. Mais les issues fatales sont devenues beaucoup plus rares. D'autant que les services de secours médicaux, dont est responsable le Dr Watkins, se sont fortement structurés.
Enormous progress has been made because what has happened in the last 10 years has been the evolution at all of the circuits to which Formula One goes of modern medical centres with modern equipment up to the standard of the intensive care unit that you would find in the best hospitals throughout the world. The first phase is to rescue the pilot from the accident. And the modern technique for that is to have interception cars driven by experienced race drivers who are stationed around the circuit, and in each car there will be a doctor, a resuscitation expert, and perhaps a paramedic or a second doctor. And the car will go to the scene of the accident and, if necessary, start to resuscitate the driver actually in the car, because it's very important to start the treatment immediately, or as immediately as one possibly can, so as to minimize the effects of the accident. And that is now done in the car. Parallèlement, malgré la résistance des constructeurs, le pouvoir sportif a réussi à imposer de rigoureuses procédures de contrôle pour garantir les pilotes contre une fragilité excessive de leur voiture. Et les progrès technologiques ont aussi joué leur rôle. Alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 a livello sicurezza c'era ben poco. Purtroppo furono gli anni di grossi e tragici incidenti. Dall'82 fu l'introduzione dei nuovi materiali, i compositi. Passammo dalle vetture classiche in metallo alle vetture composite. Un'altra data importante fu 4 anni fa, quando passammo al crash test vero e proprio. Oltre alla cellula di sopravvivenza fu introdotta la prova d'urto per provarla effettivamente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le concept de la cellule de survie? Diciamo che poniamo delle dimensioni minime di costruzione dello chassis, sia come abitabilità del pilota, sia come impiego di materiali, diamo delle dimensioni minime e la qualità minima dei materiali da utilizzare. Spectaculaire illustration de l'efficacité de ces mesures, Alliot sortira indemne de l'épave de sa Lola à Mexico en 88. Negli anni 50 e fino alla fine degli anni 70 il problema dell'incendio fu quello più grave. Oggi possiamo dire che fortunatamente è scomparso. Les Formule 1 sont obligatoirement équipées de réservoirs de carburant souples qui, comme les canalisations et les raccords auto-obturants en cas d'arrachement, sont homologués aux normes aviation. Obligatoire aussi un coupe-circuit extérieur bien indiqué, un extincteur de bord qui peut se déclencher de manière automatique. Une réserve d'air stérile permet au pilote de respirer une demi-minute dans un brasier sans risque de lésion des poumons. Pour vaincre, les constructeurs jouent parfois les apprentis sorciers. Ça ne doit pas être une sinécure de lutter en permanence contre cette tendance. È difficile dirlo perché entrano in gioco altri elementi, circuiti, piloti, è un equilibrio sempre difficile da trovare e, come dicevi tu prima, c'è una costante corsa da parte dei team per migliorare le prestazioni e da parte della federazione di contenerle in limiti di sicurezza. Parfois, en effet, le pouvoir sportif doit mettre le holà. È stato fatto qualche anno fa, è stato fatto adesso col motore atmosferico. Tra le altre ragioni per cui il turbo compressore è stato vietato è stata anche quella di ridurre le potenze a limiti più ragionevoli. Oui, mais dans ce cas, vous avez raté votre coup, puisque les F1 atmosphériques ont tout de suite battu les chronos des turbos. Certamente, è il progresso. Se ci fossero stati ancora i turbo saremmo ancora più in là. Mais il faut aussi veiller à ce que les F1, faute d'une trop grande adhérence, ne se transforment en engins balistiques en cas de perte de contrôle. À cet effet, la largeur des pneus racing lisses a été gelée au début des années 80. Et la fédération a dû mener une longue bataille pour contenir les progrès de l'aérodynamique rapportés à la tenue de route. Commencé à la fin des années 60 avec l'apparition des ailerons, bientôt réglementés à la suite de défaillances qui provoquèrent de graves accidents, ce processus va culminer à la fin des années 70 avec l'utilisation de l'effet de Sonne.
Pour coller sa voiture à la piste, Gordon Murray pourvut sa Brabham d'un ventilateur qui, par succion, créait le vide sous elle. Il fut aussitôt proscrit, mais Colin Chapman imagina alors de munir les flancs de cloisons mobiles empêchant l'air de s'échapper par les côtés et d'accélérer son déplacement sous la voiture en donnant au-dessous des pontons la forme d'un cône de Venturi. Ce fut l'ère des jupes, interdite en 83. Autre domaine important pour la sécurité en course, la tenue des pilotes. À l'origine, bleu de travail et casquette à visière retournée. Dans les années 30, Nuvolari porte encore un serre-tête et il faudra attendre l'après-guerre pour voir apparaître les premiers casques. Vêtus d'une chemisette de coton et d'un pantalon de toile, les pilotes des 50s les appréciaient davantage pour leur légèreté que pour leur robustesse. Dans les années 60, les casques couvrent les oreilles et les pilotes commencent à se protéger en revêtant des sous-vêtements et des combinaisons en tissu ignifugé. La fédération encourage cette pratique et crée un processus d'homologation. Petit à petit, la panoplie s'agrandit. Après les habits, c'est au tour des bottines et des gants d'être confectionnés avec des matériaux anti-feu. Et l'usage de la cagoule se généralise. C'est ainsi que les pilotes combattent leur hantise du feu, fléau des années 70. Parallèlement, les circuits s'équipent et dans les années 80, le phénomène est beaucoup mieux maîtrisé. Many of the tracks have become very safe, but the drivers have become very dangerous. And now it's a question of policing those drivers, not just when they reach Formula One, but when they start off from Formula France or Formula Italy, to Formula 3, to 3000, and finally to Formula One. The driving behaviour, as I see it today, is extremely poor, and that's a human problem. Difficile, évidemment, de protéger les gens contre eux-mêmes. C'est à cela que répond l'évolution de la procédure de départ, l'instant le plus périlleux de la course, puisque toutes les voitures sont alors groupées. Depuis 1933, on utilise le principe de la mise en place dans l'ordre croissant des chronos réalisés aux essais. C'est la grille, instituée pour limiter les dépassements quand le peloton est encore compact. Mais les Formule 1 sont devenus si larges que le système a dû être perfectionné pour limiter les risques d'accrochage en éloignant les voitures les unes des autres sur l'aire de départ. De 3 de front, on est ainsi descendu à 2, puis à une formation en quinconce. Mais du coup, la distance entre les premiers et les derniers s'est considérablement allongée. Aussi a-t-il fallu remplacer le traditionnel baisser du drapeau national, qui donnait autrefois le signal du départ, par un système de feu plus banal, mais plus visible, commandé par un starter professionnel, habitué au stress des départs de Grand Prix. De la sorte, on a tenté d'empêcher la répétition d'un drame comme celui du Grand Prix de Belgique 81, quand Siegfried Storr écrasa un mécanicien de sa propre écurie. Le départ avait été donné alors que l'infortuné tentait encore de remettre en route le moteur de son coéquipier qui avait calé. Reste qu'au cas où une voiture de tête ne démarre pas, le pilote venu de la dernière ligne risque d'arriver sur l'obstacle à une vitesse trop élevée pour pouvoir l'éviter. Péril tragiquement mis en évidence au départ du Grand Prix du Canada 82, quand le malheureux Riccardo Paletti s'empala à quelques 200 à l'heure contre la Ferrari de Didier Pironi. Signe du destin? En tout cas, 2 mois plus tard, c'était Pironi qui gisait dans l'épave de sa Ferrari à Hockenheim. Si mal en point qu'il se souviendra avoir entendu le docteur Watkins recommander qu'on l'ampute dans les plus brefs délais. Une affirmation formellement contestée par l'intéressé d'ailleurs. He had just recovered consciousness when I arrived at the accident. He recognized me. There was already some interception cars there with doctors aboard from the rescue organization at Hockenheim, and they had started to resuscitate his blood pressure by setting up intravenous transfusions. His legs were very badly damaged, and once we had his blood pressure under good control, then we were able to take the remains of the car apart so that he could be removed from the car without adding any damage to his legs. We brought the helicopter actually to the site of the accident,
So when Mr. Peroni was removed from the car, he went straight into the helicopter and I took him to Heidelberg University Hospital. Par la suite, à sa demande, Didier sera transporté à la clinique de Choisy où opère le professeur Le Tournel, l'orthopédiste surnommé le chirurgien aux mains d'or. Le problème de l'urgence de sa jambe avait été réglé à Heidelberg et il fallait essayer de lui récupérer sa fonction. Et malheureusement, il avait des dégâts cutanés et des dégâts osseux extrêmement étendus au niveau de la jambe droite, de telle sorte que nous avons été obligés de réaliser ça étape par étape. Et cela a demandé plusieurs mois et de nombreuses interventions. Justement, vous avez soigné un certain nombre de pilotes de course. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'hommes ils sont face à la souffrance? Je crois que face à la souffrance, ils se comportent comme tous les autres, ils ne l'aiment pas. Et Didier n'aimait pas plus la souffrance que les autres. Ils avaient cependant, ils ont tous un courage assez exceptionnel, une volonté de récupération absolument fantastique. Ils sont d'ailleurs, lorsqu'ils sont accidentés, dans des conditions physiques fantastiques et formidables qui facilitent notre travail. Mais la douleur, eh bien, ils sont comme les autres. Le séjour de Didier à Choisy dura de longs mois. Ce fut un véritable calvaire, ponctué par plus de 20 interventions sous anesthésie complète. La première chose qu'il m'a demandé, c'était si je pensais qu'il pourrait un jour remonter dans une voiture de Formule 1. Et je lui ai dit que c'était très vraisemblable, et je le pensais très sincèrement. Je crois que mon devoir de traumatologue, c'est aux pilotes de Formule 1, comme à tous les autres accidentés, de redonner aux blessés les possibilités d'effectuer ce qu'ils effectuaient auparavant. Et aux pilotes de Formule 1, de remonter dans une voiture. D'ailleurs, Didier, lorsqu'il nous a laissés, était à la veille de remonter dans une voiture de Formule 1, ce qui était pour lui et pour moi une immense joie. Absolument, c'est ma principale motivation. Je veux dire, quand je fais de la rééducation tous les jours, quand j'essaie tous les jours de plier mon pied droit à droite à gauche, de l'enfoncer devant en arrière, c'est en pensant à une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Et quand je bouge mon pied gauche, c'est en pensant à une pédale d'embrayage. Donc c'est ma principale motivation de guérison, c'est sûr. Infirme en août 82, Didier reprendra le volant d'une Formule 1 4 ans plus tard. Gérard Larousse, témoin de l'événement, fut très impressionné par ce miracle de la volonté. Il faisait très attention à ce qu'on ne voit pas le handicap qu'il avait, je me souviens. Et quand il s'est glissé dans la voiture, certain que dans sa tête, ça devait tourner à 100 à l'heure. L'événement eut lieu à Dijon, à bord d'une Ligier, au cours d'une séance d'essai privé à huis clos. Il avait tourné très bien, de manière très constante, à la Didier, quoi. C'était un type tellement déterminé et volontaire. Avec une bonne voiture, Didier voulait redevenir champion du monde. Mais son destin était scellé. Alors que l'on citait sa guérison comme exemple des progrès de la sécurité en Grand Prix, car il est vrai que quelques années plus tôt, il ne s'en serait pas sorti ainsi, Didier va trouver la mort aux commandes du Colibri, un surpuissant bateau de course offshore, sorte de Formule 1 de la mer, qu'il s'était fait construire histoire de tromper son impatience en attendant de reprendre sa carrière en Formule 1. Souvent ironique, le sort est parfois cruel. La morale de l'histoire, c'est que la course reste la course et qu'un pilote reste un pilote. En dépit de tous les progrès et de tous les efforts qui ont été accomplis en matière de sécurité, ce serait une illusion de croire que l'on peut transformer une activité à si haut risque en un jeu innocent. Les pilotes de Grand Prix paient moins souvent qu'autrefois de leur vie l'assouvissement de leur passion, mais l'accident continue et continuera toujours de faire partie intégrante du sport automobile. Aussi, la vigilance doit-elle rester de règle vis-à-vis des extravagances techniques en particulier, si l'on veut éviter de revenir au terrible bilan des années 50-60, quand chaque fois qu'une saison de Formule 1 commençait, on savait qu'un pilote sur 10 ne l'achèverait pas.